cette lecture, ce petit livre. Mais après quelques petites demandes sur Twitch, je me suis lancé dans l'aventure de lire la suite avec le chapitre 11 de Dracula de Bram Stoker. Chapitre 11. Journal de Lucie Westenra. 12 septembre. Tous ceux qui m'entourent sont si bons pour moi. J'aime beaucoup ce cher docteur Van Helsing, mais je me demande encore pourquoi il tenait absolument à disposer ainsi ses fleurs. Réellement, il me faisait peur. Il peut se montrer si autoritaire. Pourtant, il devait avoir raison, car déjà, je me sens mieux, comme soulagé. La nuit, je ne crains plus de rester seul et je dors tranquillement. Peu m'importe si j'entends des battements d'ailes dans la vitre. Au dehors, cela ne m'inquiète plus. Oh, quand je pense à quel point auparavant je devais lutter pour ne pas m'endormir, souffrance de ne pas trouver le sommeil, souffrance plus cruelle, la peur de s'y laisser sombrer, avec toutes les horreurs que cela comportait pour moi. Qui sont heureux ceux qui ne craignent, ne redoutent jamais, qui s'endorment tous les soirs d'un sommeil réparateur, peuplé uniquement de rêves doux et paisibles. Eh bien, moi aussi, ce soir, j'appelle le sommeil. J'espère m'endormir bientôt. Je ne savais pas que l'ail pût être agréable. Au contraire, son odeur apaise le sens déjà que je m'assoupis. Bonsoir tout le monde. Docteur Seward, 13 septembre. Quand je suis arrivé au Berkeley, Van Helsing était déjà prêt et m'attendait. La voiture commandée par l'hôtel était devant la porte. Le professeur prit sa trousse avec lui, comme d'ailleurs il le fait toujours à présent. Dès 8 heures, nous étions à Illingham. La matinée ensoleillée était délicieuse, toute la fraîcheur de ce début d'automne semblait mener à sa conclusion. Parfaite l'œuvre annuelle de la nature, les feuilles prenaient des teintes diverses, plus délicates les unes que les autres, mais ne tombaient pas encore. Dans le corridor, nous rencontrâmes Miss Westenra. Elle aussi se levait toujours de bonne heure. Elle nous accueillit très cordialement. Vous serez heureux d'apprendre, dit-elle, que Lucie est beaucoup mieux. La chère petite dort encore. J'ai entrouvert sa porte, mais quand je l'ai vue qui se reposait, je ne suis pas entré dans la chambre, par crainte de l'éveiller. Le professeur sourit. Visiblement, il se félicitait intérieurement, se frottant les mains, et il s'écria « Ah, mon diagnostic était donc juste, et le traitement agit. » À quoi Miss Westenra répondit « Cette amélioration chez ma fille n'est pas due seulement au traitement que vous lui avez fait suivre, docteur. Si Lucie est si bien ce matin, c'est en partie grâce à moi. » Que voulez-vous dire, madame ? Eh bien, comme j'étais un petit peu inquiète pendant la nuit, je suis allée dans sa chambre. Elle dormait profondément, si profondément qu'elle ne s'est même pas réveillée quand je suis rentré. Mais la chambre manquait d'air. Partout, il avait ces horribles fleurs à l'odeur si insupportable. Et même la pauvre enfant en avait autour du cou, craignant que, vu son état de faiblesse, ces fleurs ne fassent du tort. Je les ai enlevées et j'ai entrouvert la fenêtre pour aérer un peu la chambre. Vous serez satisfait de l'état de notre malade, j'en suis certaine. Elle se dirigea vers la porte de son boudoir où elle avait l'habitude de se faire servir son petit déjeuner. Pendant qu'elle observait, j'avais observé le professeur et j'avais vu son visage blêmir. Devant elle, toutefois, il avait su garder son sang-froid pour ne pas l'effrayer. Il avait même souri cependant qu'il tenait la porte pour lui permettre d'entrer dans le boudoir. Mais dès qu'elle eut disparu, il me poussa brusquement dans la salle à manger dont il referma aussitôt la porte. Alors, pour la première fois de ma vie, je vis chez Van Helsing des signes de profond découragement. Il levait les mains en proie à une sorte de désespoir muet, puis il les frappait l'une contre l'autre comme s'il savait que toute tentative désormais serait vaine. Finalement, il se laissa tomber sur une chaise et le visage enfoui dans les mains, il se mit à pleurer, à sangloter. Et les sanglots semblaient venir du fond de son cœur déchiré. À nouveau, il leva les bras comme pour prendre le témoin de l'univers entier. « Bon Dieu, fit-il à voix basse, bon Dieu, qu'avons-nous donc fait? Qu'a fait cette pauvre petite pour mériter tant d'épreuves? Est-ce encore venu du vieux
se leva. Venez, il nous faut faire quelque chose. Qu'un démon ou non se soit mis de la partie, ou que même tous les démons se soient ligués contre nous, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous lutterons, nous combattrons. Il retourna vers la porte d'entrée pour prendre sa trousse, puis nous montâmes à la chambre de la fille. Une fois encore, je levai le store, pendant que Van Helsing s'approchait du lit. Mais il n'eut plus le même mouvement de surprise lorsqu'il vit la pâleur affreuse du pauvre petit visage. Seulement, une grave tristesse mêlée à une pitié infinie immobilisèrent ses traits. Je m'y attendais, murmura-t-il, avec sa petite inspiration légèrement sifflante, qui, chez lui, en disait long. Sans un mot de plus, il alla chercher et fermer la porte à clé, puis commença à disposer sur le guéridon les instruments nécessaires à une troisième transfusion de sang. J'en avais reconnu l'urgence depuis un bon moment déjà, et j'enlevai mon veston quand Van Helsing m'arrêta d'un geste. Non, aujourd'hui, c'est vous qui opérerez, et c'est moi qui donnerai le sang. Vous n'êtes déjà que trop affaibli. Tout en parlant à son tour, il ôtait son veston, relevait sa manche de sa chemise. De nouveau la transfusion, de nouveau la morphine, et de nouveau nous fîmes les joues livides se colorer peu à peu. La respiration régulière soulevait la poitrine, tandis que le sommeil redevenait normal. Ce fut moi qui veillais tandis que Van Helsing se reposait et réparait ses forces. Au cours d'un entretien qu'il reçut ensuite avec Miss Westenra, il lui fit comprendre qu'elle devait jamais ôter quoi que ce fût de la chambre de Lucie sans lui en parler auparavant, que les fleurs en question possédaient une vertu médicinale et que le traitement qu'il préconisait pour Lucie consistait en partie à respirer leur parfum. Il me dit alors qu'il voulait lui-même voir comment allait se comporter la malade et qu'il resterait 2 nuits à son chevet. Il me préviendrait par écrit lorsque ma présence serait nécessaire. 1 heure ou 2 plus tard, Lucie s'éveilla fraîche comme une rose et riant avec nous. Bref, elle ne semblait nullement se ressentir de cette nouvelle épreuve. De quelle maladie souffre-t-elle? Je commence à me demander si, à force de vivre parmi les aliénés, je ne deviens pas fou moi-même. Journal de Lucie Westenra, 17 septembre. 4 jours et 4 nuits paisibles, oui, 4 jours et 4 nuits d'un calme parfait. Je me sens si forte que c'est à peine si je me reconnais. J'ai l'impression d'avoir fait un très long cauchemar et je viens de me réveiller dans une chambre illuminée de soleil où entre également l'air frais du matin. Je me souviens très vaguement de longs moments faits tous ensemble d'angoisse, d'attente et d'appréhension. Des moments pleins de ténèbres et vides de tout espoir qui auraient pu rendre ma détresse moins poignante. Ensuite, c'était de longs moments d'oubli. Une autre impression subsiste encore, celle de remonter à la surface de la vie, comme le plongeur qui sort d'une eau profonde et tumultueuse. Depuis que le docteur Van Helsing est ici, à vrai dire, tous ces mauvais rêves sont pour moi choses anciennes. Les bruits qui m'affolaient, les battements d'ailes contre la vitre par exemple, ou les voix lointaines qui semblaient se rapprocher de plus en plus, ou ces appels qui venaient de je ne sais où, et m'enjoignaient de faire je ne sais quoi. Tout cela a cessé. Le soir maintenant, quand je me couche, je ne crains plus de m'endormir, je ne fais même plus aucun effort pour me tenir éveillé. De plus, à présent, je trouve l'odeur d'ail fort agréable et chaque jour on m'en envoie à Lerm une grande caisse. Ce soir, le docteur Van Helsing me quitte parce qu'il doit aller passer une journée à Amsterdam. Mais je me sens si bien que, vraiment, je puis rester seul. Je rends grâce à Dieu quand je pense à maman, à mon cher Arthur et à nos amis qui nous ont été si bons pour nous. Que l'on veille ou non auprès de moi ne fera pas grande différence puisque la nuit passée, me réveillant à 2 reprises, je me suis aperçu que le professeur s'était endormi dans son fauteuil et que, malgré cela, je n'ai pas eu peur de me laisser à nouveau reprendre par le sommeil. Pourtant, des branches ou des chauves-souris, ou je ne sais quoi d'autre, venaient à chaque instant cogner contre la fenêtre, avec colère, eût-on dit. The Pie Mal Gazette, 18 septembre. Le loup s'échappe.
l'aventure dangereuse d'un de nos journalistes interview du gardien au jardin zoologique. Après bien de vaines tentatives et après m'être servi chaque fois de ces mots Paul Malgazette comme d'un talisman, je parvins à dénicher le gardien de la section du jardin zoologique où se trouvent les loups. Thomas Builder habite dans des loges qui avoisinent le bâtiment réservé aux éléphants et je me suis arrivé chez lui au moment où il se met à table pour le thé. Lui et sa femme pratiquent les lois de l'hospitalité. Ce sont des gens d'un certain âge déjà, sans enfants, et qui, je pense, doivent vivre de façon assez confortable. Le gardien refusa de parler d'affaires, comme il dit, avant la fin du repas, et je ne voulus pas le contrarier. Mais une fois la table desservie, il alluma sa pipe et me dit « Maintenant, monsieur, je vous écoute. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, mais m'excuserez d'avoir parlé profession avant d'avoir mangé, mais c'est comme pour ce qui est des loups, les chacals et les hyènes. Je leur donne toujours leur repas avant de leur poser des questions que j'ai à leur poser. » Comment cela, vous leur posez des questions, demandai-je dans le but de faire parler. Ou je le frappe sur la tête avec un bâton, ou je leur gratte dans les oreilles pour faire plaisir aux gars qui viennent avec leurs bonnes armes et veulent du spectacle pour leurs sous. Moi, ça me serait égal de leur flanquer des coups avant de leur donner à manger, mais tout de même, je préfère qu'ils aient leur café et leur post-café, si vous comprenez ce que je veux dire. Avant que je mette à gratter les oreilles, voyez-vous, ajouta-t-il avec un air de philosophe, il y a beaucoup de ressemblances entre ces animaux et nous. Vous v'là qui venez poser un tas de questions sur mon métier, franchement, si ce n'est pas votre jeunesse, je vous aurais envoyé paître sans vous répondre, quand vous m'avez demandé si je voulais qu'on vous demandiez au surveillant de chef. Si vous posiez des questions de questionnaire, alors ai-je dit d'aller au diable? Oui, vous l'avez dit. Mais maintenant que, comme les lions, les loups et les tigres, j'ai eu ma pitance, que ma bonne vieille m'a donné à manger et à boire, et que j'ai allumé ma pipe, vous pouvez me gratter les oreilles autant qu'il vous plaira, je ne me fâcherai pas. Allez-y, vos questions, je les attends. Je sais que c'est déjà au sujet des loups qui s'est sauvé. Exactement. Je désirerais savoir ce que vous pensez de cette affaire. Racontez-moi, je vous prie, comment cela s'est passé. Une fois que vous m'aurez donné tous les détails, je vous demanderai pourquoi, selon vous, cette bête a pu s'échapper et comment tout cela finira. Très bien, patron. Bon, voilà. Ce loup, Bergsiker, que nous l'appelions, nous l'avions acheté il y a 4 ans avec 2 autres. C'est un loup très bien élevé qui ne nous a jamais donné d'embarras. Ou alors, ça vaut même pas la peine d'en parler. Qu'il ait voulu se sauver, voilà que ça me surprend maintenant. Mais voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas se fier aux loups plus qu'aux femmes. Ne l'écoutez pas, monsieur, s'écria Miss Pilter en éclatant de rire. Il s'occupe depuis si longtemps de toutes ces bêtes que l'on peut bénir le ciel qui ne s'est même pas lui-même devenu comme un vieux loup. Mais vous êtes dangereux, il ne l'est pas, vous savez pas du tout. Oui, monsieur, il y avait 2 heures environ hier que j'avais donné à manger aux bêtes, quand j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. J'étais chez le singe à étendre de la paille pour le puma, qui est malade, quand j'ai entendu des hurlements. Je suis tout de suite venu voir ce qui se passait. C'était Berserker qui s'étendait comme un fou, qui sautait sur les barreaux de la cage comme s'il voulait les arracher pour se sauver. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs à ce moment-là, un seul homme seulement près de la cage, seulement un grand homme, mince, avec un long nez recourbé et une barbe pointue, dont quelques poils étaient blancs. Son regard était dur et froid, ses yeux flamboyaient, vrai, comme je vous dis, il flamboyait. Et tout de suite, j'en ai voulu, car il me semblait que c'était déjà contre lui l'animal se fâchait ainsi. Il portait des gants de peau blanche, et du doigt, il me montra les loups en disant « Gardien, qu'est-ce qui excite ces loups, croyez-vous » Peut-être que c'est vous, que je répondis, car vraiment les manières de cet homme ne me plaisaient pas. Au lieu de se mettre en colère comme je m'y attendais, il me sourit d'une façon bizarre, peut-être même insolente, en découvrant de longues dents blanches, très pointues. « Oh non, fit-il, ces bêtes ne trouveraient pas leur goût. »« Oh, si vous voudrez à leur goût, je vous répondis, à l'heure du thé, elles aiment toujours se faire des dents sur un os ou deux. C'est à vous de voir. » Chose étrange, quand ils vous virent bavarder de la sorte, les loups se calmèrent, et quand je m'approchai de Berserker, comme d'habitude, il me laissa caresser ses oreilles.
s'approcha à son tour, et je veux être pendu s'il ne me s'imit pas, lui aussi, à caresser le vieux loup. Attention, lui dis-je, Berserker peut être dangereux. Ne craignez rien, Kivi, les loups et moi, on se connaît. Ah, vous gardez aussi des loups, demandai-je tout en me découvrant, car un monsieur qui s'occupe des loups, patron, c'est toujours un ami pour moi. Non, pas exactement, qui m'expliqua. Alors non, je ne garde pas les loups, mais enfin, certains loups sont parfois devenus très familiers avec moi. Et en disant ces mots, il souleva son chapeau comme l'aurait fait un lord, puis s'éloigna. Le vieux Berserker le suivit des yeux aussi longtemps qu'il put le voir, puis il alla se coucher dans un coin où il ne voulut pas bouger de toute la soirée. Mais dès que la lune fut levée, tous les loups se mirent à hurler sans raison, qui me semblait. Il n'y avait personne dans les environs, seulement quelqu'un qui, quelque part derrière les jardins de Park Road, appelait un chien. Une ou deux fois, je suis allé voir les bêtes, il se passait rien d'anormal. Puis tout à coup, ils ont cessé d'hurler. Ensuite, quelques minutes avant minuit, je suis de nouveau allé voir avant de me coucher, et quand je suis arrivé devant la cage du vieux Berserker, les barreaux étaient tout tordus et cassés par endroits. La cage était vide. Voilà ce que je sais, monsieur, mais pour ce qui est de le savoir, j'en suis certain. Vous ne connaissez personne qui aurait remarqué quelque chose cette nuit-là. Vers minuit également, un de nos jardins revenait de la fanfare quand soudain il a vu un gros chien gris sortir d'un trou. Enfin, c'est ce qu'il racontait, mais quant à moi je n'y crois pas beaucoup, car en rentrant chez lui, il n'en a pas dit un seul mot à sa femme. Ce n'est que lorsqu'on a su que le loup s'était sauvé et que nous avons passé toute la nuit à le chercher partout, que notre homme s'est souvenu d'avoir vu ce gros chien. Ce que je crois, moi, c'est que la fanfare l'avait tourneboulé. Maintenant, monsieur Balder, pourriez-vous me dire pourquoi, selon vous, ce loup s'est échappé? Mais oui, monsieur, je crois que je pourrais vous expliquer, fit-il, et il parlait avec modestie. Seulement, je ne sais pas si mon explication vous suffira. Là, mon ami, soyez complètement rassuré. Si vous, qui connaissez toutes les habitudes des animaux, ne pouvez pas comprendre exactement ce qui s'est passé, qui donc, en vérité, le pourrait? Eh bien, monsieur, voilà, selon moi, ce loup s'est échappé, tout simplement parce qu'il voulait connaître la liberté. À cette plaisanterie, Thomas et sa femme éclatèrent de rire, et je compris que ce n'était pas la première fois que le bonhomme la servait. J'employai un autre moyen plus efficace, celui-là de lui toujours chercher le cœur. Bon, monsieur Pilter, considérons, ce n'est pas que ce demi-souverain que je vous ai donné a déjà rendu tous les services qu'il pouvait rendre, et que son frère est là, qui attend que vous réclamiez une fois, que vous m'aurez dit, cette fois, comment, à votre avis, toute cette histoire finira. Parfait, monsieur, et j'espère que vous m'excuserez, mais tout à l'heure, la vieille ici m'a fait un clin d'œil qui m'a... Moi, jamais s'écria sa femme. Sincèrement, monsieur, je crois que ce loup se cache quelque part. Le jardinier a dit que la bête galopait en direction du nord et qu'elle galopait plus vite que ne galoperait un cheval. Je n'en crois rien, car vous voyez, monsieur, les loups ne galopent pas plus que les chiens. Ils ne sont pas bâtis pour ça. Les loups, ce sont des créatures étonnantes dans les livres d'histoire, peut-être, mais ils s'ensemblent pour poursuivre un être effrayé. Mais que le Seigneur ait pitié de nous. Dans la vie réelle, un loup, ça ne vaut même pas un bon chien. C'est beaucoup moins intelligent et beaucoup moins hardi. Ce berserker, on n'a pas habitué à se battre ni même à chercher sa nourriture. Et sans doute est-il maintenant à se promener dans le parc en se demandant si toutefois il est capable d'y penser, où il trouvera à déjeuner. Ou bien est-il allé un peu plus loin? Peut-être est-il, à l'heure où je vous parle, dans une cave à charbon. Ou encore, s'il ne se trouve rien à manger, mais d'avis qui pourrait se précipiter dans une boucherie. Et alors? Sinon, et si une bonne d'enfant vient passer avec un soldat, ayant laissé derrière elle le petit dans sa voiture, eh bien, je ne serais pas étonné. Alors si, au recensement de la population, on s'apercevait qu'il y avait un bébé en moins. Voilà comment je la vois l'histoire. Je lui tendais une seconde pièce d'un demi-souverain, quand au dehors quelque chose surgit du dessous de la fenêtre et vint se cogner contre la vitre. Le visage de M. Pilter, qu'il avait naturellement long, s'allongea
toujours pensé qu'un animal sauvage ne se trouve jamais une place qui lui convienne mieux que lorsqu'un obstacle le sépare de nous. Mon expérience personnelle m'a convaincu de la justesse de cette idée. Mais après tout, il n'y a rien de tel que l'habitude, car Pilter et sa femme n'avaient pas plus peur du loup que je n'aurais peur d'un chien. Cette bête était aussi paisible, aussi douce que son ancêtre, le compagnon du petit chaperon rouge. Toute cette scène du retour au bercail avait quelque chose de comique et d'émouvant. Tous ensemble qui serait difficile de décrire. Le méchant loup qui, pendant une longue demi-journée, avait été la terreur de Londres et avait fait trembler tous les enfants, il était là, devant nous, l'air repentant et fêté et caressé comme une sorte de fils prodigue. Pilter l'examina de la tête aux pattes en lui témoignant mille tendresses, puis il déclara: Voilà, je savais bien que la pauvre bête aurait des ennuis. Ne l'ai-je pas dit tout le temps depuis hier? Voyez sa gueule, toute blessée, pleine encore de morceaux de verre. Elle a certainement voulu sauter au-dessus d'un mur ou l'autre. C'est une vraie honte que les gens puissent garnir leur mur de tessons de bouteilles. Vous voyez, voilà ce qui arrive. Viens ici, Berserker. Il emmena le loup et alla l'enfermer dans une cage, lui donna un quartier de viande, puis se rendit près de son chef et l'avertit du retour de l'animal. De mon côté, je suis revenu ici afin de relater pour notre journal la seule version que l'on ait aujourd'hui de cette escapade qui a mis le zoo en grand émoi. Journal du docteur Seward, 17 septembre. Après le dîner, j'étais dans mon bureau, occupé à mettre à jour le travail que j'avais laissé en souffrance, trop pris et par mes malades et par mes visites fréquentes à Lucie. Tout à coup, la porte s'ouvrit tout grande et Renfield, les traits convulsés de colère, se précipita vers moi. Je demeurai littéralement interdit, car ce n'est pas souvent qu'un malade, sans en demander la permission à personne, vienne trouver le médecin en chef dans son bureau. Il tenait en main un couteau et je devinai aussitôt que dans sa fureur il pouvait devenir dangereux. Je fis donc un mouvement de recul, de façon que la table pût nous séparer, chacun de nous étant placé de part et d'autre, mais il me vint, et avant que je pusse reprendre mon équilibre, il avait sauté sur moi et m'avait fait au poignet gauche une coupure assez grave. Toutefois, je ne lui laissai pas le temps de frapper une seconde fois, je l'envoyai à terre, allongé sur le dos. Mon poignet saignait abondamment, le sang formait une petite mare sur le tapis. Renfield, je m'en rendis compte immédiatement, ne méditait pas une nouvelle attaque. Aussi me mis-je à bander mon poignet tout en regardant l'homme étendu par terre. Quand avec les surveillants arrivés, nous nous penchâmes sur lui pour le relever et le reconduire dans sa chambre, il était occupé à une besogne qui me souleva le cœur. Retourné maintenant sur le ventre, à la manière d'un chien, il léchait le sang qui avait coulé de mon poignet, mais je fus assez étonné de voir qu'il laissait emmener sans difficulté en répétant à tout moment « Le sang, c'est la vie, le sang, c'est la vie ». Je ne puis vraiment pas me permettre de perdre ce sang, ne serait-ce même en petite quantité. J'en ai déjà perdu suffisamment ces derniers jours, d'autant plus que la maladie de Lucie, avec tout ce qu'elle exige d'endurance et d'effort de notre part, avec toute l'horreur qu'elle nous inspire à certains moments, devient vraiment épouvante. Je n'en peux plus. Il me semble que je tomberai d'épuisement, et si je n'ai pas une nuit de repos, oh, dormir, dormir des heures. Heureusement, Van Helsing ne m'a pas fait appeler. Aussi, j'aurai ces heures de sommeil, si nécessaire. Télégramme de Van Helsing, envers à Seward, Carfax. Envoyé à Carfax, Sussex, aucun nom de comté n'était indiqué, déposé après 22 heures. 17 septembre. Ne pas manquer vous rendre à Hillingham ce soir. Si pas veiller tout le temps, entrez souvent dans la chambre, voir si fleurs à leur place, très important. Vous rejoindrez le plus tôt possible une fois arrivé à Londres. Journal du docteur Seward, 18 septembre. Je vais prendre le train pour Londres. Le télégramme de Van Helsing m'a plongé dans la consternation. Une nuit entière de perdu, et je sais par expérience, hélas, ce qui peut arriver en une nuit. Évidemment,
possible que tout se soit très bien passé, mais d'autre part, que de choses ont pu se produire. Il faut assurément que quelques malédictions nous poursuivent, puisque nous devons nous attendre à contrarier chacun de nos efforts. J'emporte ce cylindre à Illingham et je compléterai mon enregistrement sur le phonographe de Lucie. Mémorandum laissé par Lucie Westernas, 17 septembre, la nuit. J'écris ces lignes sur des feuilles détachées afin qu'on les trouve et les lise, car je veux que l'on sache exactement ce qui s'est passé cette nuit. Je vais mourir de faiblesse, je le sens. J'ai à peine la force d'écrire, mais il faut que j'écrive ceci, même si la mort me surprend, la plume à la main. Comme d'habitude, je me suis mise au lit en ayant soin de placer les fleurs autour de mon cou, comme le docteur Van Helsing me l'a ordonné, et je me suis endormie presque aussitôt. Mais j'ai été réveillée par ces battements d'ailes contre la fenêtre, que j'avais entendus pour la première fois après que, tout endormi, j'étais montée au sommet de la falaise de Whiteby, où Mina m'a trouvé, et que j'ai entendu si souvent depuis lors. Je n'ai pas eu peur, pourtant. J'aurais souhaité que le docteur Seward fût dans la chambre voisine, comme le docteur Van Helsing me l'avait donné à entendre, afin que je puisse l'appeler. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'y suis pas parvenu. Alors m'a reprise ma vieille crainte de sommeil, et j'ai décidé au contraire de rester réveillé. Chose étrange, tandis que j'essayais de la combattre, le sommeil pub semblait devoir me gagner. Aussi, dans l'espoir de ne pas rester seul, j'ai ouvert ma porte et j'ai crié « Il y a quelqu'un ?» Mais il n'y a pas de réponse. Comme je ne voulais pas non plus éveiller maman, j'ai refermé ma porte. Alors, au dehors venant, m'a-t-il semblé des buissons, j'ai entendu un cri, comme si un chien hurlait, mais c'était un cri bien plus effrayant. Je suis allé à la fenêtre, je me suis penché pour essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais je n'ai rien vu, sinon une grosse chauve-souris. Celle-là, même probablement, qui était venue battre des ailes contre la vitre. Je me suis remise au lit, bien décidé encore à ne pas m'endormir. Un peu après, ma porte s'ouvrit et maman passa la tête dans l'entrebâillement. Voyant que je ne dormais pas, elle entra et vint s'asseoir près de mon lit. Elle, toujours si douce, me dit sur un ton encore plus doux, plus apaisant que d'habitude. Je me demandais si tu n'avais besoin de rien, ma chérie, et j'ai voulu venir m'en assurer. Pour qu'elle ne prit pas froid, je lui proposai de se coucher à côté de moi dans mon lit, ce qu'elle fit tout en gardant son peignoir, car, me dit-elle, elle ne restait qu'un moment, puis regagnerait son propre lit. Comme elle me tenait serrée dans ses bras, il y eut à nouveau ce bruit contre la fenêtre, maman sursautant en s'écriant « Mais qu'est-ce que c'est ?» J'essayai de la rassurer et finalement y parvint. Elle se recoucha tout à fait calme, mais j'entendais son cœur battre à grands coups. On entendit une voix encore hurler dans les buissons, puis quelque chose vint frapper contre la vitre qui se brisa. Les morceaux de verre s'éparpillèrent sur le plancher. Le vent souleva le store et dans l'ouverture faite par le carreau cassé, passa la tête d'un grand loup très maigre. Maman poussa à nouveau un cri d'effroi, se dressa sur le lit tout en se débattant, et voulut saisir un objet ou quelconque pour se défendre. C'est ainsi qu'elle arracha de mon cou la guirlande de fleurs d'ail puis la jeta au milieu de la chambre. Pendant quelques instants, elle resta assise de la sorte, montrant le loup du doigt, puis elle retomba sur l'oreiller comme frappée par la foudre, et sa tête vint cogner contre mon front 1 ou 2 secondes. Je restai étourdi. La chambre et tout autour de moi semblait tourner, et pourtant je gardais les yeux fixés sur la fenêtre. Mais le loup disparut bientôt, et on eût dit que des petites taches par myriades entraient en tourbillon par la vitre cassée. Des tourbillons qui rappelaient sans doute les colonnes de sable que le voyageur voit s'élever dans les déserts quand souffle le Simone. J'essayai de m'asseoir sur le lit, mais en vain, je ne sais quelle force mystérieuse m'en empêchait. Et du reste, le corps de ma pauvre maman, qui me semblait déjà si froid et était retombé sur moi, me rendait tout mouvement impossible. Puis, je perdis connaissance. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Cet évanouissement ne dura pas longtemps, mais ce furent, j'en suis très vaguement conscience malgré tout, des minutes terribles. Quand je revins à moi, le glas sonnait dans les environs, des chiens hurlaient tout autour de la maison, et dans les arbres du jardin, non loin de ma fenêtre, me semblait-il, un
rossignol chantait. Le chagrin, la peur, mon état de grande faiblesse, tout cela me laissait dans une sorte de torpeur. Toutefois, à entendre chanter ce rossignol, j'avais l'impression de retrouver la voix de ma pauvre maman, sa voix qui s'élevait dans la nuit pour me consoler. Sans doute, ces différents bruits avaient-ils réveillé les servantes, car je les entendis, alors qu'ils marchaient pieds nus sur le palier. Je les appelai, elles entrèrent, et l'on devine leurs cris d'épouvante lorsqu'elles comprirent le malheur qui nous arrivait, et virent le corps tendu au-dessus de moi qui restait couché sur le lit. Le vent entrant dans la chambre par la fenêtre brisée faisait claquer la porte à tout moment. Les braves filles soulevèrent le corps de ma mère, maman, pour me permettre de me lever, puis doucement, avec 1000 précautions, l'étendirent convenablement sur le lit et le recouvrirent d'un drap. Voyant à quel point elles étaient impressionnées, je leur dis de descendre à la salle à manger et de boire un verre de vin. Elles ouvrirent la porte qui se referma aussitôt sur elles. Je les entendis crier à nouveau, puis dégringoler en groupe l'escalier. Alors je disposai des fleurs sur la poitrine de maman, et à peine les avais-je mises, je me souvins des recommandations du docteur Van Helsing, mais pour rien au monde je n'aurais repris ces fleurs. D'ailleurs, j'attendais que les servantes reviennent près de moi. Nous resterions ensemble, à veiller, mais elles ne remontèrent pas. Je les appelais, pas de réponse. Alors, je me décidai à descendre à mon tour dans la salle à manger. Je faillis me trouver mal devant le spectacle que j'avais sous les yeux. Toutes les quatre gisaient sur le plancher, respirant difficilement. La carafe de sherry demi-vidée était encore sur la table. Mais il y avait dans la pièce une odeur bizarre, âcre. J'examinai la carafe, elle sentait le laudanum. J'ouvris le buffet et je m'aperçus que le flacon dont le médecin de maman se servait, hélas, pour la soigner, était vide. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire? Je suis revenu dans la chambre, auprès de maman. Je ne peux pas la quitter, et je suis seul dans la maison, hormis ces pauvres filles qui ont quelque fait prendre le laudanum. Seul, avec la mort, et je n'ose pas sortir, car par la fenêtre cassée, j'entends hurler le loup, et toujours ces petites taches qui dansent dans la chambre et tourbillonnent à cause d'un courant d'air qui vient de la fenêtre, et la lampe qui baisse maintenant, qui va bientôt s'éteindre. Que vais-je faire? Dieu, veuille qu'il ne m'arrive rien de mal cette nuit. Je vais glisser ces feuilles dans mon corsage afin qu'on les trouve quand on fera mes dernières toilettes. Ma pauvre maman est partie, et il est temps que je m'en aille aussi. Je vous dis adieu, dès maintenant, mon cher Arthur. Si je dois mourir cette nuit, Dieu vous garde, mon ami, et me vienne en aide. Et voilà pour la petite lecture du chapitre 11. C'était un chapitre quand même assez soutenu. On a appris pas mal de choses hyper importantes. Bon, en tout cas, j'espère que la lecture vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on lise assez rapidement le chapitre 12 ou si on attend encore un petit peu. Je vous souhaite à